Amis téléspectateurs, honneur. Merci de faire avec moi un nouveau voyage sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Aujourd'hui, j'ai ramené Gérard Depardieu, Cyrano de Bergerac, version restaurée. Un film de Jean-Paul Rappeneux. Crystal Film, DVD numéro 50048. Soldat et poète, Cyrano de Bergerac manie avec autant de verve les mots que l'épée. Il aime secrètement sa cousine Roxane, mais la laideur que lui confère un nez proéminent l'empêche de se déclarer. Roxane lui demande de se faire protecteur d'un jeune homme qu'elle aime. Christian, généreux, Cyrano de Bergerac vient en aide à son rival, qui manque d'esprit pour déclarer sa flamme. Cyrano de Bergerac, 138 minutes. Dans le monde de la musique, Rolando Villazón. Rolando Villazón, c'est ce ténor mexicain que l'on dit marcher dans les traces de Pavarotti. Cela reste à prouver. Gramophone numéro 47 77 224. Rolando Villazón chante les arias de Giuseppe Verdi, Donizetti, La Gironda, Adriana, Mefistofele, Poliuto, Luisa Miller. Plus près de nous, en édition limitée, les duos avec Louis Armstrong. 23 duos de Chatsmo, édition limitée, avec Billie Holiday, Frank Sinatra, Nat King Cole, Judy Garland, Doris Day, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Bing Crosby, pas de numéro de série. Satchmo, édition limitée, duo avec Louis Armstrong and Friends. Sur les rayonnages de nos libraires, Jean Le Danfils, Histoire d'Haïti en toute simplicité. Connu pour sa célèbre série à propos de l'histoire d'Haïti, saviez-vous que, en 10 volumes, Jean Le Danfils poursuit inlassablement son dialogue avec les événements et personnages de notre histoire, en offrant aujourd'hui à la délectation du public un nouvel ouvrage, l'histoire d'Haïti en toute simplicité, une constance qui honore ce passionné de recherche historique. Histoire d'Haïti, la petite histoire, Jean Le Danfils. Jean Le Danfils, 1804, indépendance d'Haïti, 1904, centenaire de l'indépendance d'Haïti, Haïti 2004, bicentenaire de l'indépendance, chronique d'un départ annoncé, le fil des événements. Ce livret met en perspective 3 dates importantes de l'histoire d'Haïti. D'abord 2004, car le 1er janvier 2004 marquait le bicentenaire de l'indépendance d'Haïti. Comment le pays s'est-il réveillé en ce jour si important dans l'histoire de l'humanité? Ensuite, 1904, la conjoncture politique autour du centenaire de l'indépendance, l'administration du président Nord-Alexis dut y faire face. Finalement, 1804, les diverses mesures d'organisation du pays prises par le père fondateur, Jean-Jacques Dessalines, à la naissance de la nation haïtienne. Amis téléspectateurs, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Daniel Mathurin et sa compagne, Ginette Pérodin-Mathurin. Les femmes d'abord, Ginette, honneur, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir en toute affection, accompagnée de Daniel. Bonsoir, je
c'est un grand plaisir pour moi de converser cet après-midi avec les téléspectateurs du Canal Bleu et le Festival Art. Alors aujourd'hui, nous allons demander à Daniel et à Ginette de nous parler un peu des trésors enfouis et de la mystérieuse Haïti. Elle demeure quand même et toujours la Quisqueya à découvrir. N'est-ce pas, Daniel? Daniel est tout sage et muet. Devenu sage et devenu muet. Parce qu'on s'est tellement agité dans les périodes antérieures pour essayer de mettre les Haïtiens ensemble, de leur faire comprendre que le patrimoine, c'est le fondement même de leur identité. Pour que même si on a toutes sortes de richesses matérielles, mais si on n'a pas cette richesse spirituelle qui nous permet de faire l'appropriation de soi et de son environnement, on ne pourra rien faire de toutes ces richesses matérielles comme cela s'est produit dans tous les autres pays, comme le Venezuela, le Soudan, le Nigeria et le Congo, qui contient le coltan, des pays excessivement riches, et où nous voyons que ça ne profite pas du tout à la population locale. Ce sont les nantis du pays et les politiques qui s'en approprient. Nous, on aurait aimé faire prendre conscience à l'Haïtien de sa dignité, du niveau de son patrimoine immatériel qui constitue même le fondement de l'épanouissement de l'humanité. Imaginez-vous une minute, un pays comme chez nous, une toute petite île où il s'est produit il y a 65 millions d'années l'extinction de 90% des espèces sur toute la planète. Et après, tout s'est démarré encore ici, à partir d'une bactérie, à partir d'une cellule. Et c'est pour cela, ça je vous parle sur le plan scientifique, et sur le plan des révélations, le même calendrier Maya qui nous parle de 2012, nous dit que Haïti, c'est là où tout a commencé et où tout finira. Mais tout s'était terminé il y a 65 millions d'années. Mais quand est-ce que tout va recommencer? Et nous pensons rentrer en plein dans le calendrier Maya pour montrer comment que c'est encore de ce point élogieux pour les Mayas, de ce point de prestige pour les Mayas, qu'est notre île, que va se démarrer la 5e humanité. Oui, mais vous avez bien dit redémarrer. Donc tout ne finira pas, tout va redémarrer. Et aujourd'hui, nous allons parler du limbé. Et j'aurais bien aimé, pour mes téléspectateurs, savoir et comprendre ce que c'est qu'un pétroglyphe. Un pétroglyphe, c'est une bonne question. Pétro vient de la pierre, glyphe vient de l'écriture. Comme Ginette l'a souvent dit dans plusieurs émissions, imaginez-vous une minute qu'une civilisation très avancée, technologiquement avancée, qui avait les moyens de mettre 600 pyramides sur la bande équatoriale, sur la Terre, de placer des pyramides aussi qui sont des éléments énergétiques, qui utilisent la théorie des champs unifiés, la substance divine de l'énergie, qui utilisent le canyon magnétique du cosmos. Ils ont pu mettre aussi sur la Lune, ils ont pu mettre aussi sur Mars, ils ont pu mettre aussi sur Vénus. Que cette civilisation-là, quand elle vous dit que tout va se redémarrer ici, donc ça veut dire qu'ils ont laissé un code, un message codé pour nous quelque part. Imaginez-vous une minute, une civilisation aussi avancée qui est en voie de disparition. Elle va s'imaginer, comme Ginette dit, comment peut-on laisser un message? Est-ce qu'il faut laisser ça sur iPad? Est-ce qu'il faut laisser ça sur téléphone cellulaire? Est-ce qu'il faut laisser ça sur CD? Avec inondation, catastrophe, sur support papier. Donc ils ont utilisé le support lithique. Ils ont utilisé la pierre comme support. Ainsi, ils ont stylé des symboles pour nous expliquer quelle est la forme d'énergie qu'ils étaient en train d'utiliser durant les périodes de l'apogée de la civilisation des Toltecs en Atlantide. C'est ça pour nous la Roche-Alene. Et nous comptons mettre en évidence tous ces symboles. Ils sont au nombre à peu près de 14 et faire la comparaison avec les symboles mayas qui se sont dit qu'ils sont des descendants des Toltecs, avec des symboles olmèques qui disent qu'ils sont descendants des Toltecs, avec des symboles aztèques qui prétendent descendre des Toltecs, avec des symboles arawak qui prétendent descendre des Toltecs. De même, on va sur l'autre rive de l'océan Atlantique, ça veut dire en Espagne, en France, en Méditerranée, pour trouver les symboles des Azéléens, les symboles des Babyloniens, des Sumériens, et les comparer et donner la preuve que la Roche-Alene n'est pas d'origine taïno ou arawak. Car Moreau de Saint-Méry, un grand historien, un grand politique, un grand templier, qui a participé
activement à la révolution de 1776 aux États-Unis, de 1789 en France et de 1804 ici, Moreau de Saint-Méridi, toutes les fois qu'il avait interrogé les Taïnos au 17e, fin 17e, début 18e, tous les Taïnos disaient, nous ne savons pas qui a apporté cette pierre, nous ne savons pas qui a écrit, nous ne savons pas ce que c'est dessus, comment interpréter ces inscriptions. Or, nous savons que les Taïnos sont arrivés sur notre île il y a 1300 ans avant Jésus-Christ. Donc ça veut dire que ces inscriptions qui se trouvent sur des pierres à la rivière de Lembe datent d'au moins 3300 ans. Parce que si on fait 1300 ans avant Jésus-Christ, plus 2000 ans de notre période actuelle, ça fait au moins 3300 ans. Donc, je vous arrête juste un moment pour expliquer à mes téléspectateurs que l'Inde s'écrit L'Inde. Il est important qu'ils le sachent et j'aurais bien aimé aussi que vous vous étaliez un petit peu sur la civilisation toltèque, car on fait souvent référence aux Toltecs. Vous avez écrit qu'ils étaient des sages, qu'ils avaient eu une médecine très poussée, qu'ils étaient des gens riches, enfin riches intérieurement, et qu'ils ont laissé des écrits qui, à tous les coups, ont été prouvés vrais et réels. Donc là, qu'est-ce que c'est ou qui est un Toltec? Qui est-il? Un Toltec, d'après les stigmates, les dessins et les pétroglyphes, de même que les stèles taillées qui nous ont été laissées, nous voyons c'est un géant. D'après François Rousseau, un géant, très grande taille. D'après François Rousseau, certains descendants des Toltecs mesuraient entre 3 et 4 mètres. D'après les documentations plus avancées dans le domaine des sciences ésotériques, nous voyons qu'un homme Toltec mesurait 10 mètres et une femme Toltec mesurait 8 mètres. Vous pouvez bien comprendre comment on avait des mégalithes énormes et des constructions où les fenêtres se trouvaient placées entre 7 et 6 mètres. On s'est demandé quelle est la nécessité pour quelqu'un de construire une maison et de trouver sa fenêtre au moins à 4 étages plus haut que sa taille propre à lui. Donc c'est que les Toltecs avaient au moins entre 8 et 10 mètres de hauteur. Mais cette taille gigantesque correspond exactement à la taille des dinosaures, correspond à la taille des mammouths. Car à cette époque, on venait de sortir du couloir du plan de la galaxie, comme on en est rendu maintenant, où il y avait énormément de radiations. Et ces radiations, la première conséquence des radiations excessives dans notre environnement, c'est des mutations. En créant des mutations, l'être petit va s'adapter pour devenir excessivement grand, de même que les arbres, de même que les animaux. Je voulais revenir sur un point purement médical. Imaginez-vous un être qui a 10 mètres de haut. Il doit au moins avoir un estomac de 2 mètres. À un homme pareil, ou une femme pareille, c'est quelqu'un qui peut, au cours d'un repas, manger un bœuf. Un quart de dinosaure. Ou un quart de dinosaure. C'est pour cela que les animaux étaient aussi gigantesques que les humains. Et les dinosaures avec lesquels on est en train de nous effrayer dans les films de science-fiction n'étaient qu'apparemment que des bœufs ou des cabris pour ces Toltecs-là. Tout est une question d'échelle. Tout est une question d'échelle. Et deuxièmement, il y a un auteur, un homme et une femme, Alan et Sally Lansbury, qui ont écrit un ouvrage appelé À la recherche des civilisations du passé, où ils ont affirmé que ce sont les Toltecs qui ont construit Teotihuacan, Tiahuanaco, et qui se trouvaient dans les Caraïbes, et les Caraïbes étaient leur premier point d'atterrissage, parce que ces gens venus de notre monde. Quand Alan et Sally Lansbury disent qu'ils sont déjà venus de notre monde, ils ne parlent pas d'autres planètes, ils parlent de notre univers, selon la théorie d'Albert Einstein, qui stipule qu'il existe des points de condensation énergétique où il apparaît un raccourci entre l'espace et le temps, appelé pont Einstein-Rosen, qui te donne accès à un autre univers. Donc il paraît, selon des études récentes et anciennes, que les Toltecs ne viennent pas de notre univers, ils viennent de notre univers. D'après Francis Crick, qui est le prix Nobel de génétique pour avoir découvert la structure double de notre ADN, notre patrimoine génétique, il paraît que les Toltecs, il y a 4,5 milliards d'années, au moment où la planète était une soupe primitive, ils étaient déjà une civilisation capable de faire des conquêtes spatiales et qui étaient maîtres de la biologie. Ainsi, ils sont venus sur Terre, ils ont ensemencé la Terre à l'aide d'une bactérie ou d'un virus et ont attendu millions d'années
pour voir notre apparition, mettant ainsi fin à la théorie de l'évolution qui dit que nous avons été macaques et nous avons évolué pour devenir des hommes blancs qui se sont présentés en Europe. Mais je vous parle de la théorie de l'ensemencement de Francis Crick qui date de 1971 et c'est cette théorie de création qu'ont adopté tous les scientifiques jusqu'à présent. Donc les enfants de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles et ils les épousèrent. Ils en ont pris pour femmes et ont créé la race des seigneurs. Donc c'était une façon purement imagée de raconter cette histoire, comment l'homme pouvait s'imaginer qu'une civilisation avancée venant de notre univers ait pu faire une manipulation génétique de la soupe primitive où allait sortir notre planète Terre, qu'on connaît actuelle, sur un visage qui a connu déjà 4 transformations quand nous sommes, d'après François Rousseau, la 4e civilisation et la 5e va commencer bientôt. Merci, Ginette. Mais quelle est la ressemblance avec la roche de l'Inde trouvée à Limbé ou nos drapeaux vaudous, nos signes vévés? Si on fait une comparaison entre ces symboles de la Roche-à-Laine, alors il y a la Roche-à-Laine ou les Roches-à-Laine. Parce que dans la rivière de Limbé, on a répertorié 4 roches. Et sur ces 4 roches, il y a une en particulier, celle qui se trouve sur la rive droite. C'est elle qui est la plus riche parce qu'elle a à peu près une quarantaine d'inscriptions dessus. Et ce que nous remarquons sur ces roches, c'est qu'il y a beaucoup de circonvolutions. Et ces circonvolutions sont tantôt en circonvolution opposée, tantôt en circonvolution qui vont dans le même sens. D'accord? Ce que nous retrouvons dans les vévets. De plus, on retrouve aussi comme figure des éléments losangiques. Or, nous savons que presque tous les vévets sont à la base du losange. Ok? Donc, ça veut dire qu'il y a une corrélation entre les vévets que l'on trace, que l'haïtien trace lorsqu'il est possédé, et les éléments de la Roche-à-Laine, les éléments scripturaux de la Roche-à-Laine. Et de plus, quand nous essayons de comparer ces symboles que nous trouvons sur la Roche-à-Laine par rapport aux anciennes écritures de la Méditerranée, du bassin de la Méditerranée, de l'Amérique du Nord et de l'Europe, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que tous ces symboles se ressemblent. Donc, ce n'est pas seulement des symboles, car à l'époque, ça veut dire près de 11 000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, on n'écrivait pas A, B, C, D, mais l'écriture a subi une évolution d'abord des symboles, les symboles gravés, d'accord? Ces symboles ont évolué pour donner l'écriture que nous avons maintenant, d'accord? Mais tout ça, quand nous faisons la comparaison, nous voyons que presque tous les éléments de la Roche-à-Laine, je crois 14, nous avons 14 éléments de la Roche-à-Laine. Quand on compare aux anciennes écritures, eh bien, il n'y a pas de doute, c'est une écriture. On les retrouve. On les retrouve. Ceci voudrait dire que nous serions un peuple très, très ancien et très cultivé. Alors, hautement cultivé. Et il y a un archéologue et anthropologue américain, c'est Irving Roos, qui était venu faire des recherches en Haïti dans les années 80. 70, 80. Et il a fait des études et surtout du côté de l'Archaïen. Et dans ses fouilles archéologiques, il a trouvé des pièces archéologiques, quand il fait la datation de ces pièces, qui remontent à 5000 ans avant Jésus-Christ. Et parmi ces pièces, il trouve des cuillères, il trouve des fourchettes. Donc ça veut dire que ces gens qui existaient là, qui vivaient là, c'était des gens évolués. Ce n'étaient pas des êtres primitifs. D'accord? Et on peut comprendre que dans une zone
où il y avait des gens qui avaient atteint une certaine évolution ont pu régresser dans le temps parce que maintenant, nous savons que une catastrophe peut transformer la vie de toute une civilisation. Une civilisation pouvait être très avancée et voilà qu'une catastrophe globale transporte cette civilisation avancée en une civilisation primitive qui recommence une autre civilisation. Donc on peut comprendre que lorsque Christophe Colomb est venu ici sur la terre d'Haïti pour atteindre après la grande terre de l'Amérique, a trouvé les Arawaks qui étaient dans une situation primitive au sens entre guillemets, d'accord, primitive. Ça veut dire que ces gens-là, ils étaient parfaitement en harmonie avec la nature. Donc c'est pourquoi on les dit primitifs, d'accord. Donc on peut comprendre que ces gens-là ont été les gens qui ont survécu à une catastrophe globale dans la zone de l'Amérique. Donc c'est pourquoi ce qui s'appelle l'ancien monde, ça veut dire l'Afrique, l'Europe, le bassin méditerranéen, que notre civilisation appelle l'ancien monde, d'accord, n'a pas été l'ancien monde. S'il y a un ancien monde, l'ancien monde, c'est bien l'Amérique. Car quand on fait l'histoire sur plusieurs dizaines de millions d'années, on se rend compte qu'il y avait deux grandes civilisations dans cette zone et ce sont les catastrophes qui ont transporté ces gens-là, dont certains ont émergé vers l'Europe et l'Afrique, d'accord, et qui plus tard, avec Christophe Colomb, va faire un comeback pour revenir sur leur terre originelle. Vers la terre-mère. Voilà. Donc, vous pouvez comprendre que Haïti, qui est au centre de l'Amérique, des deux Amériques, et au centre de la Caraïbe, du bassin insulaire de la Caraïbe, on peut comprendre que nous sommes un point privilégié dans cette histoire, dans cette tranche d'histoire de l'humanité. Alors c'est tout ça que la Roche-Allen représente et pour l'Haïtien. Donc il est important que l'Haïtien s'en approprie et met ces pétroglyphes en valeur de manière à pouvoir faire comprendre au monde que nous les Haïtiens, nous sommes des êtres particuliers et Haïti est un point particulier dans la planète Terre. Pour revenir au symbole identifié sur cette fameuse roche Allen, en fait, il n'y a pas qu'une roche, il y en a 4. Ces signes-là, qu'est-ce qui prouve qu'ils remontent vraiment à une date aussi avancée? Bon, et comme Daniel l'a si bien dit tout à l'heure, ce sont les témoignages. Ce sont les témoignages, car les Arawaks qui étaient sur la terre, les ont trouvés. Les ont trouvés sur la terre d'Haïti. Donc, alors, il faudrait faire une étude au carbone 14 pour savoir quelle est la datation de cette roche. Et je pense que le gouvernement haïtien, par le biais de l'ISPAN, va pouvoir s'intéresser vraiment à cette roche de manière à pouvoir bien l'étudier, d'accord, et faire ressortir sa vraie valeur. Là, vous dites que c'est une écriture à notation astronomique. Est-ce que vous pouvez éclairer notre lanterne là-dessus? La thèse sur les inscriptions de la Roche-Allen veut, voilà ce qui s'est présenté. Le problème s'est présenté à tout archéologue, ethnologue, ethnographe et philologue. C'est que on sait que classiquement, la première écriture à apparaître, ce fut l'écriture pictographique, qui est une écriture synthétique. Là où un symbole a valeur d'une idée. Dans un symbole, vous pouvez avoir toute une théorie qui a été suivie après par pictographique, idéographique, par l'écriture idéographique, qui est une écriture analytique où un symbole a valeur d'un mot. Ensuite, a suivi l'écriture phonétique qui va nous donner notre
alphabet actuel. Cependant, certaines pièces archéologiques comme la Roche-Allen, comme la pierre de Glosel, comme les cailloux peints de Mas d'Asile, nous trouvons ces trois types d'écriture inscrites à une même période. Donc ça veut dire l'évolution, le cheminement de l'écriture, des véhicules, du véhicule de notre pensée ne s'est pas produit comme ça. Ainsi, archéologues, philologues, linguistes, ils se sont mis à rechercher un ancêtre de l'écriture. Ils ont dit, s'il doit avoir une ancêtre de l'écriture, nous devons rechercher une civilisation engloutie et disparue qui aurait pu inventer l'écriture en comprenant les intimités de la matière et du vivant. C'est comme ça que nous sommes arrivés à parler de l'ancêtre de l'écriture. Effectivement, sur la Roche-Allen, nous trouvons des écritures étrusques qu'on dit cunéiformes, nous trouvons des écritures de Jérusalem qu'on dit hébraïques, et nous savons, quand nous trouvons des écritures cunéiformes et hébraïques mélangées ensemble, ça appartient à une première écriture qu'on appelle proto-cananéen. Le proto-cananéen est reconnu que ça a été l'écriture mère et la première écriture. Et c'était maîtrisé par les Toltecs. Donc nous devons faire la preuve, voyamment, montrer que sur la Roche-Allen, nous trouvons les symboles cunéiformes et des symboles hébraïques, montrer dans le vaudou que ces symboles sont un mélange également de symboles hébraïques et de cunéiformes, ce qui nous ramène directement à cette fameuse citation de la Sainte Bible qui nous parle de Tour de Babel, qu'à un certain moment, au commencement, il n'y avait qu'une seule langue, quand les hommes ont voulu atteindre les dimensions des dieux, pas de Dieu. Dieu les a confondus et a fait une division dans les langues. C'est pour cela, nous pensons que le patrimoine immatériel haïtien représente le fondement même de l'épanouissement de l'humanité, en nous basant sur deux arguments. Le premier argument, elle est géologique et évolutionniste. À savoir, il y a 65 millions d'années, un impact d'un astéroïde de 15 km, de 1000 milliards de tonnes, a fait une explosion équivalent à 1 milliard de bombes d'Hiroshima dans le bassin des Caraïbes, particulièrement au golfe du Yucatan et Haïti. L'humanité, à 90%, avait disparu et l'humanité a redémarré. Donc, nous avons une importance exceptionnelle pour l'ensemble de l'humanité. Et deuxièmement, vous montez vers le nord, vers Gangkok, qui se trouve vers le proche du 19 degré 5 latitude nord, qui représente un centre de concentration majeur d'énergie planétaire qu'on retrouve sur toutes les planètes telluriques. On n'a pas le temps de les citer. Nous trouvons un petit peu symétrique à ce point de vortex des mégalithes qui font plusieurs tonnes, dont la roche numéro 1 a 10 mètres de base et 7 mètres de haut. La roche numéro 2 qu'on est en train d'étudier a 8 mètres de long et 1 mètre de haut. Et sur ces mégalithes, nous trouvons ces inscriptions mixtes de cunéiforme et d'hébraïque qui ressemblent au proto-cananéen des Toltecs. De là, on s'est dit, cette écriture n'est pas Taïno, elle n'est pas Arawak, comme Moreau de Saint-Méry l'a bien spécifié dans son ouvrage, disant que les Taïnos disent qu'on ne connaît pas l'origine de ces pierres, et ce n'est pas nous qui avons inscrit ces inscriptions, et de plus, on ne sait pas ce que c'est. Donc, là, on s'est mis à comparer ces inscriptions avec les Aztèques, les Olmèques, les Mayas, qui se sont dit descendants des Toltecs. Et on a vu, ces symboles sont totalement similaires. On dit que les Égyptiens, ce sont des Mayas qui ont émigré de l'Amérique vers l'Égypte. On a trouvé que c'est similaire à l'écriture du temple d'Hathor. Écriture hébraïque de la déesse Hathor, que nous appelons le vaudou déesse d'Antor, Ezuli d'Antor, et pourtant c'est Hathor, le temple d'Hathor. Et dans ce même temple d'Hathor, ce que nous avons remarqué, à la période de migration de cette civilisation vers l'Égypte, nous trouvons de l'électricité. Mais un type d'électricité que nous ne maîtrisons pas. Car il y avait au hall numéro 5 du temple de Dendera, à Dendera, dans le temple d'Hathor, hall numéro 5, une ampoule à filament avec un condensateur, mais cette ampoule à filament est chargée par deux humains. Un qui se trouve en position debout, l'autre se trouve en position accroupie. Ce qui crée une différence de potentiel magnétique pour recharger cette lampe. Nous l'avons comparé également aux écritures de Sumer, qu'on considère comme la première forme d'écriture datant de 3500 ans, ce qui correspond à l'époque de la Roche-Allen, que les Taïnos sont arrivés ici, ils ont dit qu'on ne sait pas qui a écrit cela. On a vu, ce sont les mêmes écritures de Sumer. Les Sumériens ont été suivis par les Babyloniens
Et les Acadiens, on a comparé ces écritures, sont exactement les mêmes. Nous avons essayé d'aller en Chine, l'écriture chinoise, l'écriture japonaise, l'écriture coréenne, l'écriture qu'on trouve en Inde, particulièrement à Mohenjo-Daro, là où il y a eu une explosion nucléaire. Là, les gens se sont transformés en tablettes de sel, comme l'hôte de la Bible. On a vu, c'était totalement similaire. Nous donnons l'impression que ce fut une civilisation effectivement planétaire. Quand on dit lisible au premier degré, c'est parce qu'il y a un axiome en linguistique qui vous dit que, premièrement, premier axiome, quand on veut remonter dans le temps, le seul élément indispensable sur lequel s'appuyer pour construire une généalogie incontestable, c'est l'écriture, mais à condition de la déchiffrer. Et pour la déchiffrer, on vous dit que l'hypothèse vraisemblable de l'ancêtre de l'écriture doit répondre à 3 conditions au moins. Premièrement, avoir un air de famille avec toutes les autres écritures dérivées, ce que je viens de vous dire. Ce qu'on a ici. Exactement. Et deuxièmement, ça doit être lisible au premier degré. Qu'est-ce qu'on entend par lisible au premier degré? Ça veut dire, même un enfant regarde, il voit que c'est une étoile. Il regarde, il voit que c'est un croissant de lune. Il regarde, il voit que c'est une croix. C'est ça qu'on appelle lisible au premier degré. Donc, pour être lisible au premier degré, il faut que ce soit une écriture à notation astronomique. Et la troisième condition, il faut que dans cette écriture, nous dégageons une doctrine secrète, ça veut dire une théorie révolutionnaire de la science que l'humanité ne détient pas encore. Donc c'est ce que nous compterons démontrer le 22 septembre de 5h à 8h, qui sera suivi d'un cocktail d'1 heure de temps aux Haïtiens pour leur faire comprendre. Nous avons un patrimoine immatériel en notre main qui est excessivement important pour l'épanouissement de l'humanité. Tous les scientifiques du monde entier et les techniciens et les professionnels du monde entier doivent s'atteler avec nous autour d'une table pour la création d'un forum permanent entre scientifiques et chercheurs. Quand je dis scientifiques, ceux-là qui sont au laboratoire, chercheurs, ça peut être anthropologues, ethnologues, artistes, etc. Sur le terrain, pour se mettre ensemble afin de poursuivre les investigations en vue de voir si nous pouvons décoder tout cela et créer quelque chose pour redonner à l'Haïtien le sens de soi, de son appropriation propre, de sa dignité. De sa valeur, en tant qu'être humain. Comme souvent dit Ginette, si je ne m'apprécie pas, je ne sais pas qui je suis, je ne peux pas faire une estimation de moi-même pour me respecter, comment je vais avoir du respect pour vous? Sur quelle base élémentaire que je vais m'appuyer pour dire ça c'est une femme de valeur? Donc, c'est ce qu'on essaie de faire pour essayer de mettre tous les Haïtiens ensemble et créer un momentum avec nos voisins proches, les Dominicains, nos voisins plus ou moins proches de la Caraïbe et les internationaux qui ont ce même fondement avec nous afin de créer une alliance stratégique et pour sortir Haïti là où il est et faire de ce pays vraiment non seulement, comme on disait encore, de la Caraïbe, perle des Caraïbes, mais pour faire un joyau de toute l'humanité. Donc là, notre panthéon vaudouesque aurait une connotation scientifique certaine. Et l'énergie qui se dégage de nos signes vaudouesques serait une énergie nécessaire à l'humanité, à la survie de l'humanité. Ce sont des diagrammes qui sont des écritures cunéiformes et hébraïques mélangées, qui sont du proto-canadien pur. Et nous savons que Arthur Holly avait démontré que le vaudou était d'origine cananéenne. De même que Pierre Carnac, il a écrit que Christophe Colomb tenait les Haïtiens pour les derniers descendants de Noé. Et nous savons que la race cananéenne vient de Cam et représente la race noire. C'est comme si nous avons un héritage. Quand on remonte au Toltec, c'est chez nous. On remonte aux Mayas qui disent Haïti, là où tout a commencé, où tout finira, on retourne chez nous. On remonte aux Sumériens, on retourne chez nous. On remonte dans la Bible, on retourne chez nous. Quand est-ce qu'une culture a une grande valeur? C'est quand ta culture a une valeur universelle et que toutes les communautés ethniques se retrouvent dans ta culture. C'est ça notre objectif, afin de dire aux Haïtiens, vous avez été grands, vous êtes encore grands. Vous l'êtes encore. Et vous le serez toujours, même après votre mort. Car regardez, nous les descendants des Toltecs, et les Toltecs ont existé, d'après la documentation des Mayas, il y a 10 millions d'années. D'après les enquêtes faites sur le terrain en Haïti, ça date de 1 milliard d'années pour rejoindre Eric Von Daniken de la NASA.
qui prétendait depuis 1980 qu'il y a eu sur Terre des civilisations nettement plus avancées que nous, beaucoup plus avancées que nous, de façon inimaginable, et ça date de milliards d'années. Tout le monde avait ri de Eric Van Daniken, il est resté calme. Parce qu'il sait quelle documentation il a en main, il nous a donné une petite poule, mais le reste, il ne peut pas tout livrer à nous. Maintenant, tout le monde est en train de rejoindre Eric Van Daniken et admettre que cette civilisation qui a existé au bassin des Caraïbes date de moins de milliards d'années. Et c'est ce qu'on a essayé de démontrer le 31 mars 2012 à l'hôtel Montana en faisant le patrimoine géologique d'Haïti d'abord, car il fallait trouver des preuves sur ce sol, que ce sol est aussi ancien, avant de parler d'une civilisation qui date de 10 milliards d'années, de 50 milliards d'années. C'est alors que vous avez parlé du site de Belloc. Exactement. Et le site de Belloc est exceptionnel pour l'humanité. Oui, le site de Belloc est exceptionnel pour l'humanité parce que c'est sur ce site que c'est ce site qui donne la preuve qu'il y a 65 millions d'années, il y a eu une catastrophe globale sur la Terre. Donc cette preuve-là se trouve en Haïti. Oui. Mais c'est pas croyable. Pourquoi est-ce qu'on n'en a jamais parlé avant? C'est les gouvernements haïtiens qui n'en ont pas parlé. Les chercheurs qui sont venus sur le terrain, ils mettent ça sur leur site. Regardez la compagnie Eurasian Mineral Inc., qui fait des recherches en Haïti depuis près d'une dizaine d'années. Mais cette compagnie, quand vous allez sur le site de Eurasian Mineral Inc., vous trouvez toutes les recherches des explorations réalisées en Haïti. Mais pas un mot n'a été publié en Haïti. Il faut voir du côté de nos dirigeants, de nos acteurs politiques, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils veulent garder ça comme leur chasse gardée. Il y a soit une question de magouille, soit une question de stratégie, moi je ne sais pas. Tout est secret. Tout est secret. Mais les compagnies étrangères ne gardent pas secret. Les savants qui ont travaillé à Haïti sur ce domaine n'ont pas gardé ça secret. Ils ont divulgué dans Sciences et Vie, dans la recherche, dans la nature, dans géosciences. Ils ont diffusé les résultats retrouvés en Haïti. Oui, mais nous n'avons pas cette curiosité intellectuelle, malheureusement. Il y a un fait, c'est oui. que lorsque les gouvernements, un gouvernement est au pouvoir, et voit des étrangers venir en Haïti et dit s'intéresser de tel site. Mm-hmm. Mais le problème du gouvernement, c'est qu'ils n'ont pas de technicien au niveau du technicien qui est en face d'eux pour pouvoir dire je vous fais accompagner par un Haïtien du même niveau que vous. Ils envoient des ingénieurs, mais les ingénieurs haïtiens, ils ne savent pas ce que viennent chercher ces chercheurs. D'accord? Et ils sont étonnés que 10 ans après, ils lisent dans les journaux, puisque le plus souvent, les résultats de ces recherches ne sont pas divulgués au grand public. Ce sont des choses, ce sont des éléments, des résultats qui sont des éléments cachés qui circulent parmi le petit groupe de scientifiques à travers le monde. Donc, ils sont étonnés 10 ans plus tard, de lire dans les journaux que voilà, telle équipe qui était là était venue chercher tel élément sur la terre d'Haïti. Donc c'est ça. Nous n'avons pas d'université qui peut mettre à niveau les Haïtiens, au niveau de la géotechnique, au niveau de la géochimie, au niveau de l'astrophysique. Nous n'avons pas ça, nous n'avons pas ces cursus dans ce pays. Et si un Haïtien va à l'extérieur et choisit ce genre de profession, eh bien, il ne va pas revenir ici. Qu'est-ce qu'il va venir chercher? On le prend et on l'utilise à l'extérieur. Alors qu'il y a matière à recherche ici. Et voilà. C'est assez paradoxal quand même. C'est ça. Donc, c'est ça le problème d'Haïti. C'est que Haïti n'est pas au niveau de la valeur de son pays. De son patrimoine. De son patrimoine, du patrimoine de son pays. Donc, il est temps que l'on commence maintenant à réfléchir les cursus dans ce pays, de manière à pouvoir former les Haïtiens et mettre les Haïtiens et permettre aux Haïtiens d'étudier les matières qui sont des matières importantes pour comprendre le sol haïtien. Et de manière à ce que les Haïtiens puissent s'approprier du territoire. Parce que jusqu'à présent, l'Haïtien ne s'approprie pas le territoire. Il ne connaît pas le territoire. Mais depuis Christophe Colomb, on veut toujours s'approprier du patrimoine. Mais j'ai retenu ce mot justement, patrimoine. Quel est le rapport entre patrimoine, Haïti et pierre philosophale?
Bon, c'est Moreau de Séméry qui a raconté dans son ouvrage que Christophe Colomb était venu en Haïti rechercher la pierre philosophale. Et nous avons constaté que tous les diagrammes rituels du vaudou traitent de l'énergie pure. Ça prend de l'énergie et de l'espace-temps qu'on ne connaît pas, que ne maîtrise pas encore notre physique fondamentale, et qu'une petite approche a été faite par Albert Einstein en 1916, il n'a pas pu continuer, il est mort en 1953, et l'approche d'Albert Einstein a été reprise récemment en 1995 par Laurent Notal, qui est venu nous dire que l'unité d'échelle de l'univers c'est l'ADN, et nous savons que l'unité d'échelle de l'univers c'est l'AISAN, parce que l'AISAN n'est autre que la projection plane de la double hélice d'ADN avec tous les symboles énergétiques qui nous permettent de comprendre parfaitement bien cette théorie. C'est pour cela que vous comprenez bien que, enfin, nous sommes en train de faire du surplace existentiel par ignorance de notre patrimoine. Et deuxièmement, Christophe Colomb a écrit personnellement dans son ouvrage qu'il était venu chercher en Haïti la fontaine de Jouvence. Et Juan Ponce de León a continué même après la mission de Christophe Colomb de rechercher la fontaine de Jouvence. Et nous savons bien que l'alchimie se dit la médecine des métaux et des hommes. Si c'est la médecine des métaux, nous pouvons faire la pierre philosophale. Si c'est la médecine de l'homme, on peut le rendre jeune et rester jeune jusqu'à la fin de ses jours quand il aura décidé de partir d'une manière ou d'une autre. Ainsi, on n'a pas pris cela à la légère, on a travaillé sévèrement pour comprendre que signifie cette affaire de pierre philosophale revenue que Christophe Colomb était venu rechercher chez nous. Quand on regarde ce qu'on raconte sur cette fameuse pierre philosophale, nous voyons que ce sont des éléments qui doivent se réaliser. On doit d'abord avoir des éléments cristallins, il faut le faire sur des cieux congrus, et la table des mots d'Hermès Trismégiste vous dit c'est la force forte de toutes les forces. En d'autres termes, la table des mots d'Hermès Trismégiste est en train de nous dire nous devons arriver à concrétiser la théorie d'Albert Einstein. Ça veut dire pouvoir créer un élément qui puisse réunir les 4 forces fondamentales. Ça veut dire les ondes gravitationnelles qui font tourner les étoiles et les planètes, l'électromagnétisme qui nous donne la lumière, et le nucléaire qui est divisé en 2 sous-forces, qui est la force faible et la force forte. Et je dois rappeler aux auditeurs, les recherches de la science fondamentale nous ont montré que nous sommes civilisations qui n'aiment pas encore conçues dans les entrailles de notre mère, quand nous utilisons seulement le petit électron, et l'électron à lui seul représente 0,1% de la matière vivante et inerte, alors que les noyaux constitués de protons et de neutrons représentent 99,9% de la matière. Tant qu'une civilisation n'atteint pas ce niveau nucléaire pour rentrer à l'intérieur de l'atome, pour entrer à l'intérieur du noyau et rechercher de l'énergie, nous ne sommes même pas encore conçus dans les entrailles de notre mère en termes de civilisation, et nous sommes déjà prêts à partir et pour se renouveler vers une autre civilisation. Cette autre civilisation ne sera autre que la découverte de cette forme d'énergie que Christophe Colomb était venu chercher ici, que nous retrouvons dans les Vervins et qui s'inscrit de façon nette et claire sur la Roche-Chalais. Dulembe, qui se trouve à 19 degrés 29 minutes latitude nord, qui est symétrique au point de vortex 19,5, et David Icke explique dans son ouvrage Les enfants de la matrice que c'est Toltec, au moment de l'accident, il a donné une carte pour montrer qu'ils ont émigré au nord d'Haïti au 19,5 latitude nord, et qu'ils ont construit leurs temples et les pyramides selon un tracé symétrique au point de vortex. C'est sur cette documentation et autres que nous avons recherché des points symétriques au 19,5 qui correspondent à Port-de-Paix et un petit peu plus vers la mer du Cap Haïtien. Quand on a cherché le point symétrique, on est tombé sur la Roche-Chalais. On s'est posé la question, est-ce qu'effectivement, selon la théorie de David Icke et d'autres, est-ce que ce n'est pas eux qui ont construit la Roche-Chalais? Donc ils ont été là. Haïti a été une partie intégrante, un segment du grand continent appelé Atlantide ou Gondwana, et que cet emplacement de notre Haïti fut la capitale technologique des Toltecs. C'était là, ici, leur capitale technologique. On parle beaucoup de l'Arcaïe. Oui, oui. Mais je voudrais terminer avec la Roche-Chalais sur une remarque de William H. Hodges. William H. Hodges
a fait des investigations un jour avec des gens de l'ISPAN et je sais que l'ingénieur, conservateur, l'ex-secrétaire d'État au ministère de la Culture, Harold Gaspard, un homme éminemment compétent, je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend pour l'intégrer dans un forum international que nous sommes en train de créer. Ces architectes conservateurs, il y en a plusieurs. Ils ont remonté le lit de la rivière de l'Embé jusqu'à Serre-Cacabal. Arrivé à Serre-Cacabal, ils ont retrouvé des roches trempées. J'en ai que je vais remonter la présentation. On dit à se rentrer chez lui, savez-vous ce qu'il a écrit? Il a dit que ces pierres n'étaient pas là. Là, on les a trouvées dans la rivière de l'Embé. C'était des pierres qui se trouvaient à Serre-Cacabal, au plateau central, dans une centrale nucléaire. Ce sont les inscriptions qui étaient à l'intérieur de la centrale au moment de l'accident. Vous savez que l'île s'est fendue en 4 à 5 morceaux. Il y a eu beaucoup d'alluvions, il y a eu beaucoup de tsunamis et ça a écrasé, a détruit cette centrale d'énergie de la fusion et les fragments du mur de la centrale sont dégoulonnés dans l'eau et on les a trouvés à la rivière de Concorde au Limbé. On avait traité William Hatchhausen d'illuminé. Et maintenant, tous les scientifiques reviennent sur les recherches de William Hatchhausen pour pouvoir trouver les secrets de cette énergie que Christophe Colomb a appelée pierre philosophale, que les alchimistes appellent pierre philosophale et que les Toltecs ont appelé pile atomique dotée de courant supraconducteur. Donc là, cette pile atomique, pour la trouver, il faudrait compter avec Haïti. Madame, ils ont trouvé des modèles de pile atomique. Regardez ici. Qui sont à Smithsonian, qui sont à la Librairie du Congrès, qui sont au Pentagone. Ils ont démonté, ils ont regardé, ils n'ont rien compris. La seule chose qu'ils disent, que ceci n'a pas été fait avec des matériaux venus sur Terre. Mais si vous ne connaissez pas la théorie atomique, comment pouvez-vous démonter une bombe atomique et comprendre son mécanisme? Donc il faut qu'on trouve la théorie à la base. La formule. La formule et la théorie même, la théorie scientifique et la formule à la base de l'émergence de ces piles atomiques. Devrais-je comprendre qu'il faut compter avec les VV? Forcément. Inévitablement, quand un Haïtien prend loi et qu'il écrit des VV, ce qu'il écrit, c'est du proto-canadien, c'est qu'il est en train de communiquer avec les Toltecs. C'est peut-être ça tout dans ma dit nous donc serions-nous capables de posséder une telle formule? La formule existe déjà. Il s'agit de savoir comment... Serait-elle haïtienne? Elle est déjà haïtienne. Du terroir. Elle est déjà du terroir. Parce qu'on ne peut pas dire haïtien, parce que les Dominicains sont également copropriétaires. Bon, je parle de l'île. Je parle de l'île. De ce territoire. Oui, oui. De ces îles, de ce territoire. Mais, comme on est en train de piller nos ressources matérielles, si on ne fait pas attention, on peut aussi piller nos ressources immatérielles. Et nous éliminer, nous génocider pour s'approprier de cette ressource, car ce génocide qu'on est en train d'assister maintenant, la raison pour laquelle on n'a pas d'université, on n'a pas d'école à niveau, quand c'est un génocide programmé le lendemain du 1er janvier 1804. Donc nous n'aurions pas de scientifiques aptes à poursuivre de telles recherches. C'est pour cela qu'il est indispensable de nous garder dans l'ignorance. Non, il est indispensable d'arriver à la création d'un forum permanent pour qu'il y ait des échanges d'informations entre des scientifiques haïtiens, dominicains, caribéens, pour qu'il y ait Mais cela se fait. Pour qu'il y ait une collaboration étroite entre ces différents scientifiques de façon à arriver à dégager un espace de discussion, un espace de négociation avec tous ces grands mondes-là de l'international qui se croient être les maîtres du monde, mais un monde en voie de disparition, un monde avec des changements climatiques calamiteuses, un monde avec un dérèglement socio-économique où l'économie, rien ne va plus, on n'a plus de ressources, et on est obligé inévitablement, pour poursuivre l'évolution de cette civilisation, d'arriver à la maîtrise de la chimie des Toltecs, qu'on appelle la transmutation, où l'on peut transformer un vulgaire caillou de carbonate de calcium en coltan, en iridium, en or, ou n'importe quoi. Sinon, la civilisation va se détruire elle-même quand elle n'a pas la capacité de répondre à la sollicitation de cette expansion démographique exagérée. Oui, mais je sais que vous ne voulez pas vous étendre sur certains sujets, mais on ne peut pas ne pas les aborder. Je sais que dans le sous-sol, il y a pas mal de richesses minières. On parle d'or,
On dit aussi qu'on pourrait trouver du charbon. On parle de la terre rare, on parle de plein de choses. Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Non. Vous imaginez, madame, vous avez un sol qui date de 1 million d'années, d'après les expertises réalisées après le 12 janvier 2010, qui est une date de la fin du monde. Quand la fin du monde a commencé le 12 janvier 2010. Tous les scientifiques sont d'accord. Si vous allez regarder la fin du monde. La fin de cette 4e civilisation, là où tout a commencé et où tout finira, comme disent les Mayas. Si vous regardez un sol qui date de 1 milliard d'années, 1 milliard d'années, ça veut dire qu'il a fait 4 fois le tour de la galaxie, et à chaque fois, dans les 4 tours, il passe 4 fois dans chaque bras de la galaxie, de chaque plan, et à chaque fois, il fait une montée et une descente, ça fait 8 fois. Donc ça veut dire, c'est un sol qui a une mémoire de 8 traversées du couloir de la galaxie. Et c'est au moment que nous traversons la galaxie que nous rencontrons des radiations intenses, exagérées, et que nous impactons avec les astéroïdes. Et quand vous impactez avec les astéroïdes, qu'est-ce qui arrive? Il y a une explosion exagérée nucléaire qui fait augmenter la pression et la température. Et tu as énormément de sédiments à se projeter dans l'atmosphère. En se projetant dans l'atmosphère, ça va obstruer les rayons du soleil. Vous allez avoir un hiver nucléaire. Mais tous ces phénomènes associés ne font que engendrer pour les sédiments du pétrole, du carbonate de calcium, etc. Et pour les magmas, vous allez avoir de l'or, de l'uranium. Et pour les sédiments astéroïdiques, vous allez avoir de l'iridium et de l'uranium. Donc, logiquement, selon le processus de formation des minéraux dans le sous-sol, Haïti devrait, et le bassin des Caraïbes, devrait avoir une quantité énorme de pétrole, d'or, d'argent, de cuivre, d'iridium et d'uranium. Maintenant, c'est à nous de comprendre le mécanisme de formation de ces minéraux, qu'on est en plein là-dedans, et de faire appel à des explorateurs ingénieux, intelligents, non vicieux, pour pouvoir faire une évaluation de ce que nous avons dans notre sous-sol. Mais on peut dire, après avoir battu une campagne de 30 ans, après la conférence ou l'exposé sur le patrimoine matériel à Montana le 31 mars 2012, on a vu que la communauté internationale en premier a ramassé la question. Les Dominicains, eux, ils sont en train de demander qu'on forme un forum permanent pour faire une évaluation de toute l'île, mais eux aussi, l'intelligentsia de gauche de ce pays qui disait que Haïti est un pays de seconde zone, qu'il n'y a pas de minerais, nous les voyons maintenant battre campagne haut et fort pour dire que les conditions des contrats sur l'or n'étaient pas correctes, les conditions d'exploitation douteuses ou sous le manteau de l'or et de l'iridium ne sont plus admissibles. Nous pouvons dire mission accomplie en tant que scientifiques et chercheurs, car notre objectif, c'est d'informer et de former les acteurs politiques, scientifiques, religieux, syndicaux, socioprofessionnels et universitaires afin d'une prise en charge de ce patrimoine. Et nous voyons enfin, et le gouvernement, et l'intelligence de gauche, qui est très fonceur, qui ne plaisante pas avec les gens, qui n'hésite pas à dénoncer la réalité des grosses combines, des grosses magouilles. Ce sont ces activistes qui sont éminemment indispensables à notre développement, qui ont pris la question en main. Ginette et moi, on s'est dit, mission accomplie. Nous passons maintenant au chapitre du patrimoine immatériel afin de protéger cette richesse immatérielle qui peut être aussi dérobée à nous aussi facilement sur nos propres nez et sans aucune retombée pour aucun ancien. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de notre entretien, ce qui me navre, parce que vous avez beaucoup à dire. Heureusement que vous allez le 22 septembre nous offrir cette conférence à Montana de 5h à 8h afin de nous enrichir un peu plus sur les perspectives de la roche de l'Inde et de tout ce que nous avons de caché et de mystérieux sur cette île. Mais qu'est-ce que vous avez comme programme après cette conférence? À quoi est-ce que vous vous attendez? On attend premièrement à la création d'un forum entre scientifiques haïtiens, dominicains et caribéens. C'est pour cela que nous essayons d'impliquer l'Académie des sciences géologiques de la République dominicaine, l'Académie des sciences de la République dominicaine, le représentant du CONACOM pour les Caraïbes. Nous essayons d'impliquer des Américains,
des Européens de la question pour voir si nous pouvons arriver à créer sur place une masse critique de penseurs qui puissent réfléchir sur la question, une masse critique de scientifiques qui puissent réfléchir sur la question et une masse critique de techniciens à travers l'École nationale de géologie appliquée, comme je le disais, qui soient en mesure d'aller sur le terrain et de faire une contre-expertise ou une évaluation de ce patrimoine. C'est ce à quoi on attend. Et deuxièmement, on s'attend à ce que l'haïtien puisse comprendre vraiment ces dimensions internes, historiques et mystiques pour qu'il puisse se réapproprier de soi-même quand il y a une méthode de sapage de notre culture depuis après le 1er janvier 1904 qui nous fait un génocide culturel pour que nous n'arrivons pas à identifier qui nous sommes, parce que comme a dit Benjamin et Franklin Delano Roosevelt, ces Noirs-là de Haïti qui ont pris leur indépendance, ils constituent pour nous une menace face aux 40 millions de Noirs que nous avons aux États-Unis. Que pouvons-nous faire? Donc ce que nous allons faire, nous allons monter des gens à chaussures contre les gens sans chaussures, les gens riches contre les gens pauvres, les gens de couleur claire à peau claire contre les gens de couleur peau noire. C'est la seule façon de contenir ces gens trop intelligents et qui se sont révélés des faiseurs de patrie et des gens qui bouleversent, qui peuvent éventuellement bouleverser l'ordre mondial. Donc si on arrive à se faire l'haïtien, à se réapproprier de nous-mêmes, il va retrouver sa dignité. Si nous arrivons maintenant avec ce forum à former une masse critique de techniciens, à stimuler le gouvernement haïtien en collaboration avec le gouvernement dominicain, à mettre des écoles professionnelles sur place, à mettre des écoles fondamentales sur place, à mettre des débuts d'université, à faire venir des étrangers qui font partie de ce forum, qui viendront travailler à mi-temps ou à moitié argent, nous pensons que dans 10 ans ou dans 15 ans, nous ne reconnaîtrons pas ce spécimen d'haïtiens, ils seront presque tous des savants, particulièrement ceux-là qui sont dit les plus laids et les plus initiés. Dieu vous entende, cela se fera. Ginette Pérodin-Mathurin, Daniel Mathurin, merci infiniment. Merci de nous enrichir. Alors on se donne rendez-vous le 22 septembre à Montana, entre 5h et 8h pour cette conférence combien intéressante et combien importante, sinon essentielle, pour Haïti et pour les Haïtiens. Amis téléspectateurs, en vos noms et en mon nom propre, je remercie ces amis d'Haïti, ces Haïtiens verticaux. Respect. Respect. Aïe Bobo pour Haïti. Aïe Bobo pour Haïti.